Dimanche 28 novembre. Voilà, hier, vous avez deviné où nous serions. Aujourd'hui, nous sommes devant le bas de sa porte. Nous allons donc rencontrer, pour cette capsule de Derrière le masque, notre ami. Petit indice, vous avez découvert, vous avez trouvé, oui. Évidemment, si vous avez lu la capsule hier, vous vous doutez évidemment que c'est Jean-Claude Servet, le grand Jean-Claude Servet, qui nous reçoit chez lui. On le remercie. D'ailleurs, on a pris toutes les précautions. Donc, je pense qu'on va pouvoir retirer les masques, surtout pour boire la petite tasse de café. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Dimanche matin, Oui, un peu dur. on t'oblige à te lever un peu. Ah bah oui, parce qu'on a fait une dédicace justement dans le village que j'ai illustré dans le dernier album. Alors évidemment, les gens sont venus en nombre. On a liquidé presque tout le stock et je ne sais pas ce qu'on va faire cet après-midi. Mais enfin bon, il y aura des réservations, on trouvera toujours bien les livres. Oui, c'était une belle rencontre. C'était une belle rencontre avec les gens, ça a duré. Les gens étaient contents, ils étaient patients. C'était un autre public aussi, que le public de BD-Fil. C'est ce que j'allais dire. En plus, ce sont les gens du village, puisque le dernier album, Le Loup m'a dit, hier, on l'a présenté hier, il est sorti en 2 exemplaires, enfin en 2 tomes en couleur, et que hier, c'était la grande sortie du tome noir et blanc, en intégral. Donc, voilà. Tous les gens de Minos sont censés se déplacer pour venir voir. Bon, ils n'avaient pas loin. Ils n'avaient pas loin. Le loup est le fil rouge de ce diptyque, et en fait c'est pour voir son chemin parallèle à l'homme, au départ à la préhistoire, jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas spécifique de la région, c'est vraiment universel. Je montre dans ces albums un peu tout ce qui s'est passé depuis la préhistoire, le rapport. Donc l'homme des cavernes et les meutes de loups à l'époque, ils chassaient un peu de la même manière, puis ils sont devenus concurrents. Et puis le loup, au Moyen-Âge, a été vraiment maudit, puis on a commencé un peu à s'attaquer aux grandes forêts, et le loup s'était éloigné de l'homme. Et puis quand on arrive à la révolution industrielle, évidemment, là, les chemins sont complètement séparés, puis les guerres, et finalement, le loup, c'est encore un des derniers animaux complètement nature, vraiment en rapport avec la nature, par rapport à tous les autres animaux qui ont été domestiqués et autres. Le loup a donné le chien, mais le loup est resté le loup. Donc c'est vraiment le fil rouge qui accompagne tout cet album. Voilà. Cet album. Voilà. En général, je commence toujours mes petites interviews en posant une petite question, histoire de briser la glace. Oh, bah, il n'y a pas de glace à briser, café est chaud. Café est chaud. Si tu devais te définir en 3 mots, que pourrais-tu dire de toi en 3 mots? En 3 mots. Oui. En 3 mots. Je suis persévérant, ça c'est sûr, parce que quand je suis sur un projet, il faut que je le vois aboutir. Je suis un peu rêveur. Quand on raconte des histoires, il faut. Et puis, je pense que je suis assez jovial, même si je suis un peu timide au départ, mais forcément, je m'acclimate assez vite. J'ai un métier de sauvage, je suis fort quand même seul, mais dès que je suis vers les gens, je suis assez ouvert. Donc voilà. Assez ouvert. Chantre de la douceur et de la poésie en BD comme Julius Bocarme l'était en chanson. Oui, tu accepterais? Ça se rejoint tout ça. Oui. Oui. Super, c'est de moi. Je vais la garder. Julius était un copain. Voilà, tu as fait effectivement quelques albums avec Julius. On s'est revus plusieurs fois, oui. Vous avez quand même une conception de la poésie, de l'art qui était assez semblable. D'où devient ton trait de dessin? D'où devient cette poésie que tu as et que tu fais transpirer dans tous tes albums? Tu as une idée, ton ADN? Mon ADN, moi j'ai regardé les grands maîtres comme J.G., Giraud, Hermann à l'époque, mais mon dessin n'est pas celui-là. J'ai une autre façon de faire qui est peut-être plus proche. Au départ, on disait que c'était un peu des gravures à la Gustave Doré, parce que je mettais quand même assez bien de matière, je travaillais à la plume, et je donnais aussi des matières avec de la gaze que je trempais dans l'encre. Je mettais des caches, et puis je donnais une matière qui faisait un petit peu la matière de gravure. Et voilà, puis je travaillais beaucoup dans l'esprit noir et blanc au début. Les premières bandes dessinées, c'était pour le mensuel à suivre, chez Casterman, qui était uniquement en noir et blanc.
La chalette ici, là, j'ai travaillé de la même technique, mais là c'était quand même colorisé parce que c'était pour le journal Tintin. C'est moi qui faisais les couleurs à l'époque. Et alors, justement, je ne suis pas vraiment coloriste. Et le fait de travailler sur des dessins qui sont fort travaillés, déjà une texture qui est faite avec les hachures, les matières sont déjà dans le dessin. Puis progressivement, j'ai aéré mon dessin pour laisser la place à la couleur. Tes sujets sont très locaux, tout en étant parfois historiques. On a quand même quelques bandes dessinées. Ici, c'est pas du local, hein, c'est le Chevalier de la Table Ronde. Justement, c'est ce que j'allais dire. Parfois, en étant fort historique. C'est pas le plus beau de ce que j'ai fait, parce que c'était un travail de commande. Mais c'était au tout début. Oui. Depuis lors, ton trait, effectivement, s'est personnalisé et tout. Oui, bien que je reviens dans mon nouveau projet un peu à reprendre des légendes justement du Moyen-Âge. Donc c'est peut-être pas plus mal de le montrer, tiens. Mais justement, en parlant de légendes du Moyen-Âge, tu as sorti Godefroy de Bouillon, intégrale superbe. Tu parlais notamment tout à l'heure de tes noirs et blancs. Ne penses-tu pas que tes noirs et blancs suffisaient largement? Ou c'est le plaisir de mettre en couleur d'un côté et de pouvoir sortir une édition noir et blanc de l'autre? Il y a du pour et du contre. J'ai sorti Tendre Violette en noir et blanc, j'ai sorti La Chalette en couleur, j'ai exactement les mêmes ventes. Peut-être rien de plus pour Tendre Violette avec Casterman qui était fort performant à l'époque, mais ça n'a pas vraiment fait la différence. Puis après, j'ai travaillé pour différents éditeurs qui eux ne continuaient pas avec le noir et blanc et la couleur s'est un peu imposée. Là tu montres des exemples de Tendre Violette qui ont été recolorisés. Oui, alors, justement. Ça a été un peu... il y en a qui ont été une création, donc ici ça c'est une création que j'avais faite. Là, ça passe parce que c'est mon nouveau dessin qui est beaucoup plus aéré. Les couleurs sont un peu crues parce que le papier a été mal choisi et j'ai pas assisté à l'impression et j'aurais quand même fermé les robinets pour avoir des couleurs un peu plus pastel que celle-là. Mais on a aussi remis en couleur les premiers albums. Et là, ça a été quand même un petit peu dur. Parce que c'était vraiment conçu pour le noir et blanc, il aurait fallu faire ça avec des lavis et faire quelque chose de plus sobre. Mais sinon, ici, ça donne quand même pas mal. Tous tes albums reprennent chaque fois des femmes, et des très jolies femmes. Excepté La Chalette qui effectivement est un peu plus âgée. Oui, mais enfin, c'est jamais qu'un chapitre. Ce n'est jamais qu'un chapitre, tout à fait. Il y a des fées dans cet album, des jolies filles. Voilà, tu as des filles, tu as des jolies femmes et tout. Tu n'as jamais pensé à faire une histoire un peu plus, comment dire, olé olé, ou bien un peu plus légère? Bien que dans tous tes albums... plus érotique, plus... Oui. Parce que on retrouve de l'érotisme dans quasiment tous les albums aussi. Oui, mais c'est très soft. Mais c'est très soft. C'est très soft et pour preuve, j'ai un grand public féminin. Ce que beaucoup de collègues m'envient. C'est que beaucoup de collègues, justement. Oui, parce que justement, les femmes se reconnaissent dans mes personnages féminins. Parce que souvent, les femmes sont le personnage principal, dominant. Donc c'est un peu contraire aux règles habituelles. Je pense que tu viens te faire encore une plus grande amie qu'avant. Par rapport à tout ça, effectivement, d'où te vient cette inspiration parce que c'est toutes les légendes, c'est toutes les traditions du coin. Tu as repris la maison de ta maman, je pense, ma grand-mère, ta arrière-grand-mère et tout. Donc c'est une tradition, Servet, ADN, Go. Ah oui, c'est un seul mot. Oui, je suis né à Liège. Oui. Mais je suis né à Liège parce que mon père, qui est gourmet aussi, du village ici au-dessus, et il a eu du boulot à Liège, donc la famille s'est établie à Liège. J'ai fait mes études à l'Athénée de Chénet, et puis après à Saint-Luc, à Liège, et je revenais en week-end et en vacances ici chez ma grand-mère, dans cette maison que j'ai reprise. Que tu as reprise. Voilà. Tu as collaboré avec pas mal de coloristes, de dessinateurs, parfois, etc. Non, pas tant que ça. J'ai jamais compté 5 ou 6, c'est quand même... De quoi? De coloristes? De scénaristes ou de dessinateurs. J'ai vu que tu avais quand même peut-être. Oui, mais c'est moi qui faisais le scénario. Oui. C'est-à-dire que je m'inspirais, notamment La Lettre froissée, d'un roman qui a été écrit par Dominique Zachary, sur les enfants juifs dans le château, qui ont été cachés dans le château, ici en dessous de chez moi, je vois du fond de mon jardin.
et pendant la guerre de 40. Donc je me suis inspiré de son récit qui est historique et moi j'ai fait mon histoire à travers ça. Donc c'est pour ça qu'il est mentionné. J'ai fait La hache et le fusil. Ça c'est inspiré aussi d'un scénario de film qui avait été réalisé par justement le manager de Julos Bokern à l'époque où je l'avais rencontré. Et puis le film ne s'est pas fait parce que les fonds de la région wallonne sont partis sur d'autres films. Alors c'est resté dans un tiroir et c'est comme ça que j'ai hérité de ce scénario. C'était un scénario que je n'osais pas attaquer seul parce que c'est une histoire locale ici qui est encore bien ancrée. Moi je l'ai vécu, l'affaire Champenois pendant les années 64. Et justement ça me permettait d'avoir toute la documentation parce qu'ils avaient des extraits de presse et un scénario qui était déjà établi. C'est pour ça qu'il y a... Mais c'est quand même moi qui ai fait la mise en scène pour la bande dessinée. Et quand je travaillais avec Gérard Dewam, voilà. Là c'était à mes débuts, c'était à la sortie du service militaire, j'ai fait les premières planches justement à l'infirmerie. J'étais infirmier lui aussi à Arlon-Stockem. Et voilà comment ça a démarré. Mais je tiens beaucoup à faire mes propres scénarios. Mais forcément, je m'inspire de contes, de légendes ou de romans historiques de telle et telle personne. Mais le scénario et la mise en scène, c'est toujours moi qui la réalise. Mais tu n'hésites pas également à déraper ou en tout cas à inspirer d'autres, puisqu'en 2008, si mes souvenirs sont bons, tu auras une petite collaboration avec un groupe de musique, une espèce d'opéra folk lors de oui, c'est toujours le même sujet, c'est l'affaire Champenois. Hein. Voilà, justement. Donc voilà, et j'ai adapté le texte en fonction. En fonction. Tu n'as jamais eu envie de refaire l'expérience par rapport à d'autres de tes albums? C'est en fonction des propositions, c'est pas moi qui suis allé vers eux leur proposer, c'est eux qui sont venus vers moi, donc j'ai fait l'adaptation. Mais bon, j'ai écrit des spectacles pour le labyrinthe de Durbuy, les champs de maïs là, hein, donc j'en ai fait 2. J'ai fait une histoire de pirate et une histoire de dragon. Oui. C'était une belle expérience. Et puis j'ai fait aussi une histoire un peu du même style, mais qui se jouait dans les grottes de Han. Dans les grottes de Han, exact. Voilà. Donc ça c'est plutôt mon côté scénariste. Hier, par le plus grand des hasards, lorsque nous sommes venus prendre un peu de marque pour préparer notre venue aujourd'hui, nous sommes tombés sur la Task Force Dupuis Jean-Claude Servet, Julie, Michel, etc. Nous leur avons posé quelques questions et effectivement, ils m'ont dit que du bien de toi et notamment de leur collaboration. Comment vois-tu cette collaboration, toi, avec eux? Quel est ton meilleur souvenir de ta collaboration avec Dupuis? Michel, je le connais depuis qu'il était représentant. Il venait au club de la bande dessinée à Florentville. Et c'est là que je l'ai croisé, mais tant qu'il a gravi tous les échelons avant d'arriver où il en est maintenant. Donc moi j'aime bien la fidélité, j'aime pas trop quand ça change. J'aime bien de rester un peu dans mon confort. Bon, j'ai changé, hein. Moi j'ai quitté Casterman à une époque parce qu'il y a eu tellement de mouvements, hein. Les éditeurs, on a changé, ils ont fusionné avec d'autres, puis les personnes ont changé, c'était plus la même chose. Mais ici, chez Dupuis, là quand même, depuis que j'ai démarré, je suis toujours avec les mêmes personnes, mais c'est plus au niveau commercial qu'au niveau éditeur. Au niveau éditeur, là, ça a beaucoup plus bougé. Mais on a des bons rapports, et puis ils viennent régulièrement, et puis ils aiment bien l'Orval. C'est ça qui les fait venir aussi, ça je pourrais quand même bien le reconnaître. Et à Michel, je lui ai fait découvrir un nouveau métrinque avec mon étiquette. Ah. Donc j'ai fait quelques étiquettes de bière et autres. Et justement, l'Orval. Oui, il n'y a qu'une seule étiquette Orval, mais si quand même. J'ai fait des, je ne sais pas si tu es au courant, j'ai fait des dessins pour des tirages spéciaux de verre. Oui, parce que... Pour un Lions Club ou... c'est un Lions Club ou quoi? Oui. Enfin, c'est ça. Eh bien, oui, voilà. Mais je suis un grand amateur d'Orval. D'ailleurs, Mea Culpa, c'est le seul album de toi que je n'ai pas. Ah bon? Là, voilà. Là, je dois reconnaître. Orval, Michel nous disait, et c'est amusant parce que je leur ai posé la question hier, quel est votre meilleur souvenir avec Jean-Claude?
Et que ce soit Michel ou que ce soit Julie, en tout cas, ils m'ont tous les deux répondu par rapport à Orval. Michel, parce qu'effectivement, ben, c'est l'album qui a eu également un retentissement international, Oui, oui, très facile. Et Julie nous expliquait une journée de fou que tu as passé à Martincourt, à l'imprimerie, où tu as signé les 3000 exemplaires du grand album. C'était 3000 ou 5000? Ah, Julie, elle s'en souvenait de 3000, mais si tu nous dis 5, c'est encore mieux. Non, c'est peut-être 3. Et Je ne sais plus, mais enfin, c'était beaucoup. C'était beaucoup, oui, tout à fait. Ah oui, oui, alors il fallait du renfort, il fallait quelqu'un qui ouvre les palettes, quelqu'un qui m'ouvre l'album. Je le signais, quelqu'un qui le reprenne, quoi. Ben, c'est exactement le souvenir que Julie en a gardé. Et elle a dit enfin... Travail à la chaîne. Bah oui. Bon, c'était peut-être 3000, c'est possible. Enfin bon, 3000 ou 5000, c'est bien. Écoute, oui, ce ne sont que des chiffres. Et elle m'a même avoué que vous n'aviez même pas pu boire de l'Orval à ce moment-là, pour rester non. concentré sur le travail. Oui, quand je dédicace, j'ai toujours un Baxter d'Orval à côté de moi. Hein.